Madame, Monsieur, bonsoir. Les enjeux du réchauffement des relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran au menu de questions d'actu ce soir. Le 10 mars dernier, après plus de 7 ans de rupture, les deux pays annoncent sous l'égide de la Chine la réouverture imminente des représentations diplomatiques mutuelles. Les négociations ont été menées afin de résoudre enfin les différends entre Téhéran et Riyad. Mais le succès de cet accord dépend de la manière dont seront gérées les relations dont les implications ne peuvent être contestées. Cet accord est aussi une sorte de test, la capacité de la Chine à être garante d'un accord entre deux pays dont les relations ont été plus marquées par la concurrence et les conflits que par la stabilité et l'entente. Pour Pékin, cette annonce a été surtout un grand bond en avant dans sa rivalité avec Washington. Et on évoque ici et là une naissance d'un nouvel ordre au Moyen-Orient. La question est évidente pour commencer, et pourquoi maintenant? Sur le plan des intérêts économiques, les deux pays rivaux, donc l'Arabie Saoudite et l'Iran, constituent la principale source d'énergie de la Chine, avec qui ils ont également d'énormes projets économiques. Par exemple, la Chine a signé un accord stratégique de 25 ans avec l'Iran et s'est entendue avec l'Arabie Saoudite sur des projets économiques d'une valeur notée de plus de 50 milliards de dollars. L'accord irano-saoudien a suscité de nombreuses réactions, dont la plupart espèrent qu'il contribuerait à résoudre donc plusieurs crises dans la région, surtout en Syrie et au Yémen, pour ne pas oublier aussi le Liban. Cependant, les différences qui ont gouverné les relations pendant 4 décennies ont laissé des cicatrices qui ne peuvent être effacées facilement. D'autre part, la partie saoudienne souhaite que l'Iran s'engage à ne jouer aucun rôle régional concurrent. Ça risque d'être difficile sur le terrain. Riyad veut clairement exercer un rôle de premier plan pour influencer les politiques d'autres pays. Alors un sujet aux ramifications complexes que nous débattons ce soir en compagnie de nos deux experts présents ici sur le plateau de questions d'actu. Cheikh Khawiru Dani, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et Ramadan Moubarak pour toutes les spectateurs et les spectateurs. Allah Ibarak Fik, Ramadan Moubarak, Alina Walik. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales et en géostratégie. Et un expert aussi en relations internationales. Le sujet s'y prête clairement ce soir. Zakaria Boudaha, bonsoir. Bonsoir Madame Khadija. Comment allez-vous? Très bien, impeccable. Ramadan Moubarak à vous également. Merci. Et je rappelle que vous êtes donc professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Alors, est-ce que c'est un séisme ou une révolution diplomatique? Bon, je dirais c'est un bouleversement sans précédent depuis le bouleversement qu'a connu le Moyen-Orient depuis 2011. Ce rapprochement, c'est un rapprochement qui est vraiment très stratégique pour deux voisins rivaux. N'oublions pas qu'on parle de deux pays qui jouent vraiment dans leur perception stratégique, jouent un rôle primordial dans la sécurité régionale, à savoir l'Iran et l'Arabie Saoudite. Des dossiers qui sont vraiment... Il y a beaucoup de points de divergence que de points de convergence, il faut le dire aussi, parce que toujours, il ne faut pas regarder juste ce rapprochement d'une manière... mais je pense qu'on arrive un petit peu de décortiquer l'accord, ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été sorti en public. Je pense que c'est aussi stratégique dans la perception qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y avait une grave erreur d'appréciation de la part des Américains, il faut le dire, des États-Unis, qui ont laissé le terrain vide dans une région qui est très très importante. Donc cette région commence à être parrainée, si vous acceptez le terme, par la Chine. Donc parce qu'arriver de réconcilier donc deux pays avec le poids de l'Arabie Saoudite et l'Iran, donc c'est une question aussi qui demande beaucoup d'arrangements, de promesses, beaucoup de business derrière, beaucoup d'assurance mutuelle des deux pays. Donc je pense pas que je pense que la Chine l'a joué, il a frappé, comment dirais-je, il a frappé très fort dans la région. Alors, professeur Abu Dahab, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui clairement que, au point de vue saoudien comme iranien, la Chine, on connaît que sa force motrice à l'international, c'est l'économie, c'est les enjeux économiques. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'avec cet accord irano-saoudien, l'économique
dame le pion aux religieux? Alors, merci d'abord de cette question. Je reprendrai la première partie, ce que vous avez dit. Vous dites, c'est une image, à mon sens, qui résume un peu cette étape majeure dans l'évolution des relations internationales. C'est un séisme de haute magnitude, puisque son épicentre a fait propager beaucoup d'ondes ressenties jusqu'à chez nous, au Maroc. Bien entendu, nous y reviendrons. Et puis, cela n'avait pas tardé à faire réagir certains, comme Israël, comme les États-Unis, l'ONU, d'autres. Israël, plus que jamais isolé, quand même, dans la région. Absolument. Et avec la situation que vous savez aujourd'hui, il y a les grèves en Israël, la réforme de la justice, la trêve aussi, demandée par M. Netanyahou, etc. Donc c'est enchevêtré. Je dirais aussi c'est une révolution dans les manières et dans le mode opératoire, que ce soit du point de vue iranien, que ce soit du point de vue saoudien, puisque c'est vrai, si on replace les deux pays dans une trajectoire historique qui est longue, depuis même les années 20, il y avait des échauffourées, comme on dit, comment dirais-je, des désaccords par-ci, par-là, mais ça nous a surpris. Nous, en tant qu'internationalistes, cet accord qui intervient à un moment où on se disait que peut-être les relations allaient être plus tendues entre les deux puissances rivales sur le plan régional. Mais voilà que la Chine apparaît, encore une fois, après que M. Xi Jinping ait reçu un troisième mandat, me semble-t-il. Donc, il a été cautionné par le parti. Et c'est une nouvelle Chine qui est émergente en perspective de 2049, qui va fêter les 100 ans de la Chine. Alors maintenant, votre seconde question, c'était Mme Khadija par rapport... Alors, ma seconde question, c'était par rapport à l'économique versus le religieux. Le religieux, pour moi, effectivement, je le crois. Ça va être un facteur décisif pour l'Arabie saoudite, mais c'est également un facteur de discorde pour les Iraniens, puisqu'on le sait depuis 1979, avec le chiisme, etc. Parce que le religieux va fondre dans la géopolitique. Et là, nous n'aurons pas seulement... Le religieux n'aurait pas été estompé, dissipé par le prince héritier Mohammed Ben Salman. C'est une tactique, parce que je sais, visant 2030 de l'Arabie saoudite, il y a 3 piliers majeurs, 3 pillars. Premièrement, une société vibrante, vous voyez. Deuxièmement, une économie prospère. Et en troisième lieu, une nation ambitieuse. Alors, si on prend ces 3 éléments et on essaiera de lire un peu les éléments d'intentionnalité, pour dire comme François Tual, pour un peu décoder le message, on verra que peut-être il y a une religion aujourd'hui qui est intégrée dans une vision plus large, si vous voulez, mais qui ne saurait être comme étant un facteur de blocage. Maintenant, quelles sont les lectures, les interprétations? Est-ce que c'est juste un deal temporaire? Est-ce que véritablement c'est structurant? Il faut revenir aussi à la position de l'Iran, il faut revenir au calcul géostratégique de la Chine, et c'est l'objet certainement de cette rencontre. Mais quand on revient justement au calcul de l'Iran, il y a de grands enjeux économiques. Qu'est-ce que gagne l'Iran en se rapprochant de l'Arabie saoudite, in fine? Bon, on le sait, la Chine... Elle gagne, je le disais dans mon introduction, elle gagne sur les deux fronts parce que ce sont de facto les fournisseurs en énergie, pétrole et autres pour Pékin. Mais in fine, que gagne l'Arabie saoudite, l'Iran ou l'Arabie saoudite? Et l'Iran aussi. Et l'Iran aussi. Ouais. Okay. Bon, écoutez, on doit comprendre un petit peu pourquoi l'Arabie saoudite a pris cette décision d'aller vers l'Iran. Parce que, étant donné maintenant les informations qui commencent un petit peu à sortir, voilà, on aperçoit que l'Arabie saoudite, il était chercheur d'avoir un compromis avec l'Iran depuis très longtemps. Donc l'Irak, il a joué un rôle très important dans la médiation. D'ailleurs, il faut souligner le rôle de l'Irak aujourd'hui, surtout dans cet accord. La Chine, et après, donc, aujourd'hui, l'Arabie saoudite, il faut le dire, il a été désavoué par les Américains sur des questions qui sont substantielles, qui sont stratégiques et de dimension de défense, sécurité. Parce qu'il faut dire, en mars, l'Arabie saoudite a demandé aux Américains de sécuriser davantage sa sécurité nationale en face de l'Iran. Mais la condition, c'était aussi d'aller vers les accords d'Abraham et de signer, de parapher donc, cet accord avec les Israéliens. Et de rejoindre les pays arabes qui voient le Moyen-Orient dans une autre stratégie, dans une autre vision géopolitique, avec Israël étant un pays qui
voilà, qui est déterminant et aussi qui joue un rôle dans la paix et dans la sécurité. Malheureusement, les Saoudiens, leur sollicitation était nulle et non avenue. Donc, ils n'ont pas été exaucés par les Américains. Il faut savoir aussi quand même que l'administration Biden n'a pas joué un rôle très important dans la promotion des accords d'Abraham. Donc, voilà, il était tantôt avec l'Iran. Elle a cherché d'apaiser les tensions avec l'Iran à travers des délégations. Par rapport à l'accord sur le nucléaire Voilà, sur la question du nucléaire, sur l'action globale ou bien l'action conjointe qu'on appelle l'action nucléaire, de P5+1. Donc, c'est-à-dire que les Américains, ils étaient dans, si vous acceptez le terme, c'était dans une pusillanimité diplomatique dans la région. C'est-à-dire, voilà, donc ils n'étaient pas très forts. Il faut aussi comprendre le côté saoudien. Les Saoudiens, ils ont demandé, écoutez, nous, on cherche de voir les choses d'une manière claire. Il y avait des questions, d'ailleurs, avec la question de Khashoggi, tout ça, ce sont des questions qui ont joué aussi un rôle moteur dans le déséquilibre des relations bilatérales entre Washington et Riyad. Donc, et après, donc, les Saoudiens se sont retrouvés, disent, voilà, nous, on cherche des armements. Les Américains ne veulent pas. On cherche de mettre en place une stratégie de défense nationale avec un partenariat clé avec les Américains. L'administration Biden, il refuse, il temporise. Donc, la seule voie qui existe, donc c'est comme ça que les Chinois ont intervenu, voilà, pour essayer de regarder les choses, pour pousser les Saoudiens de voir la géopolitique de la région avec d'autres enjeux, donc voilà, rapprocher les rangs. Voilà. D'ailleurs, il y a une chose, ce n'est pas un secret pour certains, c'est que le premier qui a amorcé ce rapprochement, cette réconciliation, ce rapprochement, c'est Qasem Soleimani. Ça fait longtemps. Il a proposé aux Saoudiens de geler tous les conflits dans la région pendant 10 ans, le temps pour qu'on puisse chercher des solutions communes. Voilà, Qasem Soleimani, d'ailleurs, qui a été éliminé, qui a été neutralisé par les forces américaines en Irak. Et donc, de fait, aujourd'hui, c'est-à-dire cette question, donc il y avait vraiment... Et aussi, ce qui est très, très important dans l'analyse, c'est qu'il y a un virage stratégique au niveau de l'Iran. Parce que ce n'est pas le gouvernement Raisi qui a mené les négociations. Mais c'est le Khomeini en personne. Oui, c'est le Conseil suprême de la sécurité nationale avec Ali Shamkhani. C'est lui qui a supervisé les accords. Et de fait, aujourd'hui, il ne faut pas être étonné. C'est que demain, la Jordanie, l'Égypte, aussi l'Émirat arabe vont rejoindre l'accord. Alors, comment ils peuvent rejoindre? Comment les Émirats arabes unis peuvent rejoindre l'accord alors qu'ils sont déjà engagés sur un autre accord total opposé à des tractations. Ali Shamkhani, il était en Émirats arabes récemment. Ouais. D'accord, des tractations existent avec l'Égypte. Les déclarations d'un grand officier, d'un grand monsieur des affaires étrangères au niveau de l'Iran sur la question égyptienne. L'Égyptien qui refuse d'aller vers ce qu'on appelle le temps arabe maintenant. Même la Jordanie, ministre des Affaires étrangères récemment, il a fait une déclaration qui va dans ce sens-là. Donc, on refuse ils ont gelé la perception de concevoir le temps arabe vis-à-vis de l'Iran. Donc, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui est en train de se tricoter dans la région et la sous-région. C'est vraiment un nouvel ordre au Moyen-Orient. C'est quelque chose qui est en train de se préparer, quelque chose qu'il faut vraiment essayer de voir avec une sensibilité, parce que l'onde de choc va grandir. Va grandir, c'est sûr, mais en fait, avant que l'onde de choc ne grandisse, il faut bien que ça commence quelque part. Et je pense que le point de départ, ce serait, et de l'avis de plusieurs observateurs, analystes, ce serait le Yémen. Ce serait le premier stress test de la situation yémène. Est-ce que vous pensez que Saoudiens et Iraniens peuvent collaborer pour mettre fin à la crise au Yémen? Parce que, in fine, c'est clairement un conflit qui oppose deux puissances qui sont l'Arabie saoudite et l'Iran. Après, on passera bien sûr à d'autres pays, notamment la Syrie, avec ce qui se passe aussi, les attaques sur des intérêts américains là-bas, etc. Mais d'abord, est-ce que vous pensez que le Yémen va être le premier stress test de cet accord? Oui, puisque 2 accords vont être rétablis, qui ont déjà été conclus entre les 2 pays, l'Arabie saoudite et l'Iran. Le premier, c'est celui de 1998,
coopération multisectorielle, économie, culturelle, sportive, etc. Et un autre, je pense, de 2002, il me semble, début du 3e millénaire, sur la question de la sécurité. Mais moi, je reste quand même assez intrigué, il faut le dire, puisque c'est une volte-face qui s'est produite. Souvenons-nous, il y a quelques années, peut-être en 2013, l'Arabie saoudite avait boycotté le Conseil de sécurité parce qu'elle venait d'être élue en tant que membre non permanent. À l'époque, c'était Barack Obama qui préparait l'accord sur le nucléaire, après connu sous l'appellation d'accord de Vienne, sur le nucléaire iranien en 2015. 2019, c'est une attaque probablement émanant de l'Iran qui a attaqué les champs pétrolifères. Ouais. Et cela avait constitué des moments d'inflexion. Et quand on sait les incursions iraniennes, que ce soit au niveau de l'Irak, que ce soit au niveau de la Mecque, les incidents de 2016, puisque l'ambassade saoudienne et le consulat ont été pris d'assaut, quand on voit aujourd'hui... Et puis l'Arabie saoudite aussi, qui exécute... Namr Namri, exactement. Namri, absolument. Le chiite saoudien, et cela avait provoqué précisément l'ire de l'Iran. Quand on voit aujourd'hui cette volte-face, on est légitimement fondé à se poser bien des questions sur le dessous des cartes. On peut émettre un certain nombre d'hypothèses, mais on peut se poser la question sur un peu d'abord le dénominateur commun de ces trois parties, l'Arabie saoudite, la Chine et l'Iran. On peut dire que l'Iran cherche à casser un isolement. Il y a des sanctions américaines. Ce qui se passe depuis l'assassinat comment il s'appelle, Masha Amini. Voilà. Et par ailleurs aussi... Masha Amini, qui a été arrêté et qui a rendu l'âme dans un commissariat parce que c'est ce qui a déclenché cette vague internationale, largement soutenue par les médias américains, d'ailleurs, il faut le dire. Absolument. Et qui a créé de réels troubles. Et encore une fois, l'Iran s'en sort, parce qu'il y a eu une réelle déstabilisation du pays, mais qui n'a pas fait tomber le système actuel. Tout à fait. Il perdure encore, il s'accroche bec et ongle. Et je me souviens, les années 90, avec Rafsanjani, Khamenei, ils étaient plus ou moins modérés, plus ou moins. Mais avec Ahmadinejad, il y a eu un recul. Et donc, on est revenu un peu à l'ultranationalisme iranien. Mais M. Raïssi, actuellement, au moment où il s'apprêtait à devenir on va dire le président ou le chef de l'État, parce qu'il y a toute cette ingénierie exceptionnelle, etc. On s'était dit, bon, ça va durcir encore le temps. Nous voilà dans une volte-face qui exprime d'abord qu'il y a des forces globales, mais également, vous avez les forces centripètes et centrifuges, internes et externes, qui poussent à peut-être moduler les approches, mais à mon sens, à des fins non pas ontologiques, mais plutôt tactiques. Parce que l'Iran cherche aussi à récupérer ses fonds à l'étranger, à passer des deals avec les Chinois, à également investir l'Indo-Pacifique, etc. Alors maintenant, je passe à la Chine. Vous le savez, la Chine, aujourd'hui, c'est un pays qui doit casser également une sorte d'isolement diplomatique. Parce que malheureusement, quand on lit un peu les rapports, les documents, etc., on voit que l'action américaine, notamment sous Biden, même avec M. Trump, a été dirigée géostratégiquement contre la Chine. Que ce soit AUKUS, que ce soit reprendre ce qu'on appelle la Quadra avec le Japon, l'Australie et l'Inde, ainsi que d'autres actions, ce qui fait que la Chine, comme vous le savez, est taraudée par la question de Taïwan, et elle cherche évidemment à créer, comme vous l'avez si bien dit, une certaine polarisation régionale où vont s'agréger autour d'elle d'autres participants, joueurs comme la Russie. Je peux même citer le cas de l'OCS, c'est-à-dire l'Organisation de coopération de Shanghai, qui a été créée en 2001. Pour l'Arabie saoudite, j'ai parlé tout à l'heure de la vision 2030, la question de Khashoggi, vous avez si bien raison, si Sharqawi, parce que les Saoudiens ont été également un peu vexés par une approche tiède, quand bien même M. Biden avait rencontré M. MBS. N'oublions pas. C'était rendu. C'était rendu, mais c'était ad minima. Ad minima. Très ce qui fait que c'est un jeu aussi d'influence et de positionnement. Et maintenant, nous-mêmes, en tant que Marocains, on devrait aussi se préparer à ce qui va advenir de cette. Mais du coup, le Yémen. De cette alliance, entre guillemets. Mais du coup, le Yémen. Oui, c'est important. Je crois que c'était une erreur tactique, il faut le dire. Le Maroc en a tiré les leçons il y a longtemps, quand il s'est retiré de la coalition. Oui, mais est-ce que la solution politique pourrait être trouvée? Et surtout, pour qu'il y ait une solution politique, il faut vraiment joindre les efforts de deux pôles. Ce sont plus des pôles opposés que... Oui, je crois que oui. Je crois que oui. Du coup, c'est la fin du conflit au Yémen? Quand on voit la réaction positive du chef du Hezbollah, on se dit, mais là, est-ce que nous sommes en train de rêver?
D'ailleurs, il y avait un échange de prisonniers entre le gouvernement en place et les Houthis. Ok. Donc, et même maintenant, il y a des tractations sur un nouveau gouvernement au Yémen entre les Houthis et le gouvernement en place. Donc voilà, moi je pense que le problème, d'ailleurs c'était une question centrale dans les discussions et dans les tractations entre les Saoudiens et les Iraniens, parce que d'ailleurs le problème, parce qu'ils sont à la frontière. Voilà, le problème des Saoudiens, c'était le problème du Yémen et aussi le problème de Bahreïn. Maintenant, les tractations avec le Bahreïn ont commencé entre les Iraniens et les Bahrainis. Avec Oman, donc d'ailleurs le problème est déjà réglé depuis longtemps. Donc maintenant, au niveau du Yémen, donc il faut s'attendre à un changement de cap au niveau d'une réconciliation. Ils vont sortir des phraséologies diplomatiques pour essayer un petit peu d'épurer ce qui s'est passé, d'essayer un peu d'assainir. Oui. C'est une guerre inutile, au final. C'est une guerre inutile. Ça va être difficile. Hein. Ça va être très difficile, mais je pense que les Iraniens, c'était la condition sine qua non pour les Saoudiens pour signer à la fin. Voilà, c'était vraiment... Et d'ailleurs, monsieur le président iranien Raisi, il a fait toute une visite en Chine pour la question de Yémen. D'accord, c'était bien avant mars. Voilà. Non, les tractations l'étaient depuis longtemps, d'ailleurs. Donc, et de fait, je pense que la question de Yémen, c'est une question qui est vitale. Moi, je pense dans le schéma global de ce que va chercher la Chine dans le Moyen-Orient. On essaie un petit peu parce que la guerre avec les États-Unis, c'est pas les Américains, ils ont une appréciation un petit peu fausse dans la manière de gérer le conflit avec les Chinois. C'est pas dans l'extrême-orient qu'on va essayer. Mais il faut gérer les choses d'une vision avec une façon globale. C'est la Méditerranée, c'est le Moyen-Orient et aussi l'extrême. Et d'ailleurs, l'Indo-Pacifique, c'est une géopolitique qui est très intéressante. Voilà, parce que aussi c'est moteur de ce qui se passe. Parce que les Saoudiens sont très aussi motivés pour rentrer dans une vision plus globale de financement dans le projet géopolitique. D'influenceurs, en fait. Oui, d'influenceurs. C'est-à-dire l'Arabie Saoudite aujourd'hui veut jouer le rôle d'influence. N'oublions pas une chose importante, une chose très importante, c'est que Aramco, il a fait des bénéfices, 160 milliards de dollars, bénéfices nets cette année. Ouais, 2022. Donc c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent. Donc n'oublions pas aussi la Chine, c'est le premier exportateur. Donc là, c'est géopolitiquement... Alors, en parlant justement de pétrole, la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Iran et l'Inde décident d'échanger des marchandises avec la Chine en yuan chinois au lieu de dollars. Voilà, y compris le pétrole, le gaz et l'or. Écoutez, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, on l'a dit la dernière fois ici. Le monde, il est en train de changer. On va vers une dédollarisation de l'économie mondiale. Mais là, c'est vraiment les blocs quand même conséquents. Si effectivement la Chine achète son énergie en yuan, c'est une dédollarisation accélérée de l'économie mondiale. Oui, tout à fait. Le premier donc, répercussion, c'est l'Union européenne. Donc, c'est les pays européens qui vont payer le prix cher de ce virage monétaire, voilà, de ce shift. D'autant plus qu'ils sont affaiblis par le conflit en Ukraine. D'ailleurs, il faut aussi interroger la géostratégie mondiale aujourd'hui. Le conflit russo-ukrainien, on le voit, il n'a que des répercussions négatives. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient, regardez ce qui se passe à l'échelle internationale. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas aussi oublier une chose qui est très importante, que les Américains, malgré tout, restent un acteur majeur dans la politique, dans la stratégie, dans la région et la sous-région, au niveau du Moyen-Orient, parce qu'ils ont, des moyens d'influence durable, si vous acceptez le terme, sur la géopolitique de la région. Mais ce qui est très, très important aujourd'hui, c'est que la Chine nous a montré qu'il peut vraiment nous donner certaines idées sur l'avenir de demain, sur le monde multipolaire. La Chine pourrait jouer vraiment un rôle. Donc c'est pourquoi que... la Chine, parce que c'est assez inédit, la Chine n'a jamais réellement joué de rôle sur la scène internationale en tant qu'acteur influent dans la géopolitique mondiale. Pourquoi ce shift maintenant ? Et d'autant plus que, à part pour les intérêts économiques, et de toute façon, le pouvoir chinois les assurait depuis plusieurs décennies maintenant, ça ne pose pas de problème. Mais pourquoi vouloir passer à l'échiquier diplomatique, géopolitique et géostratégique, professeur nous sommes en rupture, peut-être de doctrine, puisque le XXe siècle, depuis au moins la proclamation de la République populaire de Chine en 1949, par Mao Zedong, était plus dicté par une approche sournoise, de construction en interne, mais également de coexistence pacifique. Le principe a été acté.
au niveau même du droit international, mais la Chine se cachait toujours derrière l'appellation tiers-monde, entre guillemets, pays en voie de développement, qui constituait ce qu'on appelait le bloc des 77. Ouais. Et elle se disait aussi non alignée, mais elle avait des rapports, bon, parfois tendus même avec l'ex-empire soviétique, mais au final, depuis 1978, le lancement des réformes économiques, c'est-à-dire le socialisme d'État, mais à résonance capitalistique, si j'ose dire. Et puis par la suite, avec la place Tiananmen et tous les événements. Vous savez, Madame Khadija, depuis 2001-2002, avec le retour de la Chine à l'OMC, parce que la Chine a regagné son siège en 71-72. C'était le Taipei chinois, c'est-à-dire Taïwan. Et progressivement, elle a commencé à changer plus ou moins, à s'adapter en termes de doctrine. Néanmoins, aujourd'hui, ce qu'on peut peut-être voir, c'est que la Chine est mue par une vision, évidemment, afin qu'elle protège aussi ses routes, de One Belt, One Road, etc. Et chercher aussi de nouveaux ancrages géostratégiques, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on la provoque aussi. On a boycotté les Jeux Olympiques d'hiver en février 2022, etc. On essaye également parfois de la provoquer par rapport à Taïwan quand Nancy Pelosi visitait cette île. Et elle considère que c'est une ligne rouge. Donc peut-être nous avons intérêt à lire le comportement chinois en termes d'intentionnalité par rapport aussi à ses ambitions. Que ce soit sur le plan géoéconomique, n'oublions pas que la Chine, combien même elle produit le pétrole, mais c'est aussi un importateur de pétrole. Elle a besoin donc de l'Arabie Saoudite, elle a besoin d'Iran, ce sont des calculs. Je ne pense pas que cela puisse être fait uniquement par charité ou par volonté idéologique, mais également, je le crois, il y a les think tanks chinois qui sont là et qui sont étatisés, si vous voulez. Il y a des think tanks également saoudiens qui ont beaucoup travaillé sur des questions iraniennes. Et je crois aujourd'hui c'est une fenêtre d'opportunité. Opportunity window, comme on dit. Sur le plan géopolitique, il faut lancer quelque chose, peut-être pour remodeler un peu un paysage qui, à un moment donné, est apparu un peu illisible. Et nous sommes dans une sorte de réémergence, si vous voulez, une nouvelle polarisation qui va dessiner de nouveaux enjeux par la suite. Dessiner de nouveaux enjeux, et ça commence dans la région. Normalisation entre Riyad et Damas, Cheikh Khaouir Roudani. Écoutez, maintenant, il y a un rapprochement d'ailleurs dans les négociations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Parmi les points clés qui ont été normalement suscités, c'est cette question de normalisation globale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'ennemi de mon ami ou bien l'ami de mon ennemi. Non, ça, c'est pas ça. Donc, il y a une gestion globale de conflit. Parce que ils étaient très intelligents d'ailleurs, parce que c'est les services de renseignement saoudiens et aussi Ali Shamkhani, qui est un patron de la défense nationale iranienne, qui ont joué un rôle pivot dans cette réconciliation. D'ailleurs, les questions de sécurité, c'était des questions prioritaires. Donc, et de fait, la question syrienne, elle était d'abord une question qui a été suscitée. La question aussi de... Ça commence à se voir sur le terrain aussi. Oui, le Liban aussi. Oui, mais ça commence à se voir sur le terrain, d'autant plus qu'il y a eu des attaques sur, sur la présence américaine en Syrie. Oui, donc voilà, il y a un changement, effectivement, il y aura. Donc il faut s'attendre à plus que ça. Il faut s'attendre à un retour. D'ailleurs, parmi les points qui n'ont pas été discutés, c'est le financement des Iraniens à ce qu'on appelle l'axe de résistance, c'est-à-dire les proxys qui existent au Liban, qui existent en Syrie, en Irak, comme le Hashd Sha'bi, comme au Yémen, tout ça. Donc ça n'a pas été discuté et c'était une ligne rouge pour les Iraniens. Donc les Saoudiens n'ont pas pu vraiment. Mais le problème... Et maintenant, donc, effectivement, la stratégie iranienne, c'est de faire sortir les Américains de la région et de la sous-région. Depuis, avant même Qasem Soleimani, et depuis très très longtemps, c'est leur stratégie. C'est mis en place toute une guerre hybride, d'accord, pour sortir les Américains. Maintenant, malheureusement pour les Américains et leur stratégie, parce que lorsqu'ils sortent de l'Afghanistan sans avertir leurs alliés, sortir de la Syrie sans avertir leurs alliés. Donc, c'est-à-dire, ça jouait contre les Américains. C'est-à-dire, personne ne croit maintenant aux Américains et à leur perception des choses. D'ailleurs, maintenant même, l'affaire d'Ocas avec l'Australie, avec la Grande-Bretagne. Donc, c'est-à-dire que vraiment, il y avait une gestion catastrophique de la part de Washington sur la question du Moyen-Orient. Depuis très très longtemps, c'est pas depuis Barack Obama, Trump et jusqu'à maintenant. Et on voit maintenant le résultat, un rapprochement historique entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite aujourd'hui va chercher de se détacher aussi de ces... Du reste des pays du Golfe ?
Non, C'est déjà le cas un peu. non, avec des Américains, mais je pense les pays du Golfe, moi je le dis, les Émirats arabes, tôt ou tard, vont rejoindre, ils vont signer un accord avec les Iraniens comme la Jordanie, comme l'Égypte, comme aussi. C'est intéressant N'oublions parce pas qu'on la, parle- la Turquie la aussi. Turquie. La Turquie dans ce jeu aussi. On reparle beaucoup de normalisation. Je ne sais pas pourquoi on parle de normalisation maintenant, alors qu'effectivement, il y a exactement 2 ans, il y avait ce mot aussi de normalisation qui était très utilisé pendant la période de la signature des accords d'Abraham. Est-ce que vous pensez, messieurs, que cela risque vraiment de freiner la présence israélienne dans la région du Golfe? Les Israéliens, évidemment, ont été très étonnés et très sceptiques par rapport à on va dire, à la portée de ce deal, parce qu'il faut encore 2 mois pour réouvrir les ambassades respectives, mais il y a aussi des éléments de détail. Mais Israël a senti cela comme ayant sonné le glas pour que l'Arabie saoudite rejoigne les accords d'Abraham, parce qu'il était question que ce pays en fasse partie. Maintenant, apparemment, c'est renvoyé au calendrier grec, puisque, c'est-à-dire sur le plan de la cohérence conceptuelle, comment on aura des relations avec l'Iran. Oui, exactement, normalisées. À midi, je serai là. C'est pour ça que ça m'a interpellée quand vous l'avez évoqué tout à l'heure pour les Émirats arabes unis. Non, mais c'est un peu le style. Mais les Émirats arabes unis, vous savez, Madame Émirats Khadija, même quand bien même le pays fait partie du CCG, Conseil de coopération du Golfe. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure, je parlais de cette volte-face. Comment on avait isolé le Qatar. Absolument. Comment on avait interdit au Qatar d'avoir des relations avec l'Iran. Comment on avait engagé Saddam Hussein depuis 1981 contre l'Iran. Et aujourd'hui, donc ça veut dire que, comme, si on veut synthétiser, il y a ce qui est comportemental, to behavior, c'est-à-dire la façon d'agir de M. Mohammed Ben Salman, qui tient quand même les rênes du pouvoir au sein de ce... Il est très ambitieux, il a une vision un peu très particulière, ça sort des sentiers battus, et je crois que ça en fait partie, le fait d'avoir ce deal, mais il envoie aussi des messages, c'est clair, à l'Occident, aux États-Unis d'Amérique, etc. Et je crois qu'il est motivé par une idée très grandiose de l'Arabie saoudite à l'horizon 2030 et au-delà, faire en sorte que ce pays puisse réellement devenir une sorte de Moyen-Orient, non pas Moyen-Orient, mais depuis plus que émergent, parce que l'Arabie saoudite fait partie du G20, et ainsi de suite. Donc je crois que cela la préparerait potentiellement dans la tête de M. Ben Salman à revendiquer un siège permanent au sein du Conseil de sécurité. On peut faire toutes les conjectures possibles, mais pour moi, franchement, il s'agit d'une surprise politique, véritablement. Mais il y aura des impacts géopolitiques. D'ailleurs, pour les Émirats arabes, oui, si pour vous les me permettez, les Émirats Émirats arabes. oui. La seule question épineuse pour les Émirats arabes, c'est la question de la souveraineté territoriale de l'Émirat arabe sur les questions des 3 îles. Moi, je pense que c'est une question que l'Iran pourrait vraiment chercher de trouver une solution confortable parce que l'objectif aujourd'hui, dans ce magma géopolitique avec la guerre russo-ukrainienne et ses impacts sur la stratégie des nations, l'Iran cherche, comme on l'avait dit récemment, un bouille de sauvetage. Ce Deus ex machina qui arrive, donc ils vont tirer profit davantage en sortiront toutes les armes diplomatiques pour régler le problème d'une manière inattendue avec tous les pays du Golfe. D'ailleurs, je vous l'ai dit, le Bahreïn, il commence à négocier. La Jordanie, l'Égypte, tout le monde maintenant cherche d'accroître ou bien d'approfondir les relations avec l'Iran. L'Émirat arabe n'est pas exclu aussi parce que... Ils y gagnent quoi, ces pays? Ils y gagnent quoi? Qu'est-ce qu'ils gagnent de ce rapprochement avec Téhéran? Que gagne Amman, justement, en parlant de la Jordanie? Que gagnerait Al-Sisi? Vous savez, le Bahreïn... Tenant compte aussi de ses engagements avec l'autre côté, à savoir les États-Unis et Israël. Non, mais écoutez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit lorsque le maestro de la musique fait une fausse note, tout le monde sent qu'il y a quelque chose qui ça va pas. Les Américains, ils ont fait une fausse note. Voilà, sur la question du Moyen-Orient, il faut qu'ils acceptent les choses comme ça. Voilà, la perception stratégique de mener, une politique normalement cohérente avec les alliés stratégiques
à l'échelle du Moyen-Orient n'a pas été vraiment d'une manière peaufinée. Donc, de fait, aujourd'hui, par exemple, comme vous voyez le Bahreïn, il était toujours menacé par le schisme. Bah oui. Maintenant, il y aura un dégel, il y aura un terrain d'entente, une politique d'entente, une stratégie d'entente. Voilà, on laisse tomber tout ça. On va chercher d'approfondir nos relations économiques, business, étant donné aujourd'hui le monde va se retrouver dans une situation économique et financière difficile. Il ne faut pas oublier aussi les calculs business, finance, money. Business is the new diplomacy. Voilà, Yes. the new Bah oui, diplomacy. c'est ça, bah. Donc les gens, voilà, Mais l'Arabie bon. Saoudite, c'est un pays qui a un leadership, qui est un pays majeur, pivot dans la stabilité dans la région, la sous-région, avec les pays du Golfe. Donc bien sûr, l'Arabie Saoudite, il aura tout un intérêt de trouver dans son sillage, dans sa vision géopolitique des choses, l'ensemble des pays. Donc, je ne pense pas que Mohamed Ben Salman, le prince héritier, trouvera des difficultés de convaincre ni l'Égypte, ni le Bahreïn, ni le Koweït, ni d'autres pays pour rejoindre un accord historique avec l'Iran. Et l'Arabie Saoudite voudrait aussi stabiliser son environnement régional immédiat. Parce que d'ailleurs, les questions qui ont été... D'où le Yémen. Exactement. Le Liban aussi, par extension, par ricochet, la Syrie et l'Arabie Saoudite. Moi, vraiment, la question que je me pose, c'est parce que ça va être une lutte d'influence, est-ce qu'on va mettre de côté cette lutte d'influence et vraiment préserver cette paix encore... Moi, je vais être réaliste. Madame Khadija. On va donner le temps au temps. Il faut d'abord tester ce deal et ses capacités de résister contre vent et marée. Mais tactiquement, il y a clairement un jeu de part et d'autre. Jeu d'influence, parce que l'Iran aussi voudrait très bien sortir d'un isolement, sous sanction. Non, mais est-ce que les Saoudiens laisseraient les Iraniens mener leur influence religieuse, on parle bien du chiisme, s'étendre sur des territoires historiquement sunnites. C'est pour ça que je vous posais la question sur le business qui dame le pion aux religieuses. C'est une réelle révolution. Vous avez raison de mettre le doigt sur des éléments de complexité qui sont toujours là, qui ne vont pas disparaître. Parce que vous savez, c'est l'âme des nations, comme le disait Mink dans un ouvrage de géopolitique intéressant. Parce que l'ADN saoudien, c'est l'ADN saoudien. C'est un État à sa manière, sa trajectoire historique, comme on dit, la morphogenèse, son ethnogenèse, etc. Mais l'Arabie saoudite, également sur le plan de la religion, utilise le sunnisme comme étant un moyen d'influence à l'international, ça c'est clair. Et on parle même du marketing de la Mecque, du pèlerinage. Ça fait des rentrées. Et ça va peut-être éviter, vous savez, les accrochages quand les Iraniens venaient parfois et suscitaient beaucoup de désordre. Et même pour l'Iran, c'est un pays qui est touristiquement extrêmement intéressant. Mais malheureusement, comme ce pays est sous sanction, cela ne lui permettait pas d'atteindre ses optimums. Je crois qu'il y a des calculs de part et d'autre. Et certainement, votre première question, c'était la matrice économique. Si elle était centrale, elle est extrêmement importante. Mais cela va au-delà des sanctions. Vous faites bien de rappeler que l'Iran est sous sanctions. Absolument. On va faire du business avec l'Iran, même s'il y a l'embargo international. Et créer des brèches, parce que les Iraniens ne vont pas attendre justement, on va dire, la manne américaine, entre guillemets, pour qu'au final, ils puissent échapper à des sanctions qui ont quand même impacté durement le pays. Il faut que qui traverse une crise économique. Mais maintenant, il faut plonger dedans cette société, examiner comment ça se passe, etc. Et voilà, il y a des facteurs d'accélération, la guerre en Ukraine. Je crois que nous sommes dans ce chassé-croisé où, comme si on prend les boules de billard, voilà, ils bougent, vous voyez, elles bougent, pardon, donc elles sont mobiles. Donc il y a des positions qui vont changer et certainement cela augure de nouvelles reconfigurations de l'espace géostratégique international. International, parlons de notre région, le Maroc en l'occurrence. Écoutez, le Maroc, bien sûr, il est très sensible à tout ce qui se passe dans la région du Moyen-Orient parce que nous avons une relation très poussée avec les pays du Golfe, avec le GCC, le Conseil du Golfe. Nous avons des relations aussi importantes avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats arabes, et où en fait nous avons une relation un petit hostile, voilà, une relation tendue avec l'Iran. Le soutien de l'Iran au Polisario, le soutien de l'Iran au Polisario aujourd'hui, c'est plus une question de tout le monde le sait. Donc bien sûr sur la question aussi de l'Afrique, donc on doit attendre. Voilà, aujourd'hui tout le monde le sait. L'Iran, il cherche
d'avoir des zones d'influence stratégique. D'ailleurs, il l'a donc dans certaines régions, en Afrique de l'Ouest, au nord du Mali, avec le Polisario, avec la Casamance, dans le Corne d'Afrique. Il s'appuie sur à peu près sur entre 250 000 et 300 000 Libanais en Afrique. Donc, il a tout un réseau qui est très important. Donc, il veut calquer le modèle de proxy en Afrique, mais il a échoué. Donc, aujourd'hui, il est en train de mettre toute une stratégie sur la mise en place des États faillis ou bien des États ou bien des acteurs non étatiques comme le Polisario, comme les mouvements séparatistes. C'est bien sûr donc, que ce rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite va interroger la diplomatie marocaine sur beaucoup de choses, sur beaucoup de... parce qu'il a des ramifications stratégiques partout dans le monde. Et donc, je pense que le Maroc, effectivement, donc, mais écoutez, donc, nous sommes dans une relation pérenne avec les pays du Golfe, une relation qui est institutionnalisée depuis 2016, une relation stratégique, c'est-à-dire au niveau des accords bilatéraux qui existent entre le Royaume et les États des pays du Golfe arabe. Donc, nous avons des accords. Donc, je pense qu'il y a une commission de concertation permanente au niveau stratégique, au niveau politique et au niveau diplomatique. Et je pense qu'il y a des questions aussi qui vont être, voir d'autres pays de la région rejoindre un accord avec l'Iran, mais va exiger que l'Iran doit faire des concessions aussi. Parce que si l'Iran... Est-ce que la concession première ne serait pas d'abandonner ses ambitions nucléaires? Parce que là, on n'en parle pas. Il y a eu cette annonce. Ils sont à combien de pourcents? À 84%. 84%. Selon les inspecteurs de l'agence. Il faut arriver à 90% pour arriver à la bombe atomique, à fabriquer une bombe atomique. Donc encore une menace atomique, encore un autre acteur avec cette arme de destruction massive sur la scène internationale. Et on voit ce qui se passe avec la Russie. Oui, mais écoutez, maintenant, aujourd'hui, je pense que cette question du nucléaire pour les pays du Golfe, c'est une question marginale, il faut le dire. Voilà, il y a un changement de cap, un changement de perception, un changement de lunettes. C'est aujourd'hui les gens qui se préoccupent du nucléaire iranien, c'est les Européens et les Israéliens comme les Américains. Mais comme je viens de vous dire aujourd'hui, tout le monde le sait, ces accords, ces tractations n'étaient pas vraiment, pour les services de renseignement, les chaînes internationales n'étaient pas vraiment une sordide, n'était pas secrète, cette tractation. Tout le monde sait qu'il y avait des mouvements entre l'Irak, Amman et Pékin. D'ailleurs, les visites des responsables américains en Israël, il était dans ce sens-là, d'apaiser les craintes des Israéliens pour un éventuel rapprochement entre les Saoudiens et les Iraniens. Que risquent les Israéliens? Que risque Israël avec ça? D'être isolé davantage, parce que la question palestinienne, c'est comme la question ukrainienne pour les Occidentaux. La question palestinienne pour les pays arabes, c'est une question fondamentale. C'est une question tout le monde cherche à trouver une solution. C'est une question qui est purement, c'est pas que politique, mais c'est une question sociétale. Donc aujourd'hui, on doit trouver une solution nos deux États comme pro le Royaume du Nord. Est-ce que vous pensez qu'avec le gouvernement actuel et ses prises de position, ça fait exacerber un peu aussi les positions arabes sur la question palestinienne? Le gouvernement de Netanyahou. Bah oui, c'est clair. Il y a des ultranationalistes et qui ne sont pas prêts à lâcher du lest, et on le sait depuis 1995 d'ailleurs, avec l'assassinat de M. Isaac Rabin, jusqu'à aujourd'hui pratiquement, et le déclenchement de la seconde intifada, malheureusement les accords d'Oslo ont été enterrés ou presque. Et je suis d'accord avec César Kraï quand il dit que les Américains ont été très timorés par rapport à leur approche moyen-orientale. Quand bien même il y a eu une visite de M. Biden qui a concerné Israël, Palestine, Arabie Saoudite, etc. Mais aujourd'hui, ce n'est plus central dans l'agenda américain. Maintenant, pour le Maroc, ce qui m'étonne aujourd'hui, parce qu'il y a deux facteurs de discorde. Le premier, c'était lorsque le Maroc a soutenu l'intégrité territoriale de Bahreïn en 2009. Et donc, c'était en réaction où il a décidé de rompre les relations diplomatiques avec l'Iran, quand bien même ce pays a une belle ambassade. Avenue Mohamed VI, vous savez, ça reflète un peu l'art persan. Et en 2018, lorsqu'il y a eu des accusations lancées contre l'Iran du fait que par proxy war, c'est-à-dire par des intermédiaires, guerre par procuration, les Iraniens soutenaient le Polisario via aussi le Hezbollah. Sachant bien que M. Bourita, déjà, avant la décision de rupture, avait visité l'Iran.
Et il avait mis en garde contre ce genre d'incursion. Mais à l'époque, on le sait, M. Donald Trump avait une vision très particulière. Va-t-on en guerre, puisqu'il a rompu en mai 2018, vous voyez, si on lit un peu de façon sémiologique, parfois des décisions. Maintenant, est-ce que le Maroc allait rejoindre le groupe? Officiellement, le Maroc n'a pas voulu commenter la décision de l'Arabie saoudite et de l'Iran, s'ils considèrent que ça les concernait. Mais je crois que nous avons aussi nos propres calculs. Nous considérons que le chiisme est un facteur qui peut atteindre la sécurité spirituelle des Marocains. Ouais. On a des genres d'affaires où le Maroc avait fermé des écoles qui prêchaient ce dogme, etc. Donc, ce qui fait que comment le Maroc va-t-il s'adapter, s'acclimater? Parce qu'il est membre de la Ligue arabe, de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. Il va se retrouver aussi avec les Iraniens et peut-être l'Iran va être convié au prochain sommet, je pense en mai 2023, à Riyad. Donc, ce qui fait, c'est un remue-ménage sur le plan géopolitique qui va forcer, ça va de soi, les décideurs marocains un peu à réajuster le tir. Je dirais réajuster le tir sur le plan tactique pour voir comment on pourrait, dans cette conjoncture, défendre mordicus de toutes les manières nos intérêts, tenant compte de cette complexité. Un dernier mot justement sur cette paix entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Son onde de choc, on l'a vu pendant cette émission, que ce soit sur la région ou à l'international. Mais est-ce que c'est vraiment la fin de l'ère américaine où Washington était la capitale du monde? Non, moi je pense pas. Pour le moment, comme on vient de dire aujourd'hui, comme l'a dit M. Zakaria, aujourd'hui les Américains disposent des outils durables d'influence stratégique dans la région, la sous-région. Bien sûr, comme on vient de dire aujourd'hui, les Américains sont très intéressés par l'Indo-Pacifique, dans l'extrême-orient. Ils ont oublié le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient l'a été maintenant parrainé officiellement par les Chinois. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, avant, Barack Obama, il a dit que le centre de gravité stratégique pour les Américains doit changer du Moyen-Orient vers l'Indo-Pacifique. Aujourd'hui, non. Je pense que maintenant, les Américains vont donner assez d'attention, vont mettre beaucoup d'énergie pour comprendre déjà, pour essayer un petit peu de calculer le substratum de ce rapprochement, parce qu'il ne va pas s'arrêter à un rapprochement entre strictement bilatéral, si vous acceptez le terme des relations bilatérales entre l'Arabie saoudite et l'Iran, mais c'est-à-dire c'est le retour du Moyen-Orient en tant que l'épicentre de la géostratégie mondiale et l'épicentre ou bien le centre de gravité de la politique internationale. L'Iran, c'est un pays qui a de l'ambition de mettre en place toute une politique de défense. Le schisme, c'est un projet géopolitique à l'échelle du monde arabe et en Afrique. Je ne pense pas que, comme on vient de dire, il y aura donc une période de test, de tester le comportement des Iraniens, parce que Téhéran, croire qu'il va oublier, faire des concessions sur ses visions et ses géopolitiques, moi je pense que c'est une perception irréaliste. C'est-à-dire que les Iraniens vont continuer dans leur regard, dans leur stratégie. C'est ce qu'on appelle l'art de la dissimulation. Pendant peut-être 15 ans, 10 ans, ils vont dire voilà, on va stopper notre regard. Comme une paix froide, on parle de guerre froide entre les États-Unis et l'ex-URSS. Maintenant, on parle d'une paix froide entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Non, mais je pense que c'est plus. Donc, moi, je crains que l'accord il est plus développé que ça. Donc, l'accord, c'est-à-dire, il y a une commission permanente de dialogue, de concertation. D'accord. Et de fait, aujourd'hui, effectivement, donc. Nous sommes, d'ailleurs, on ne doit pas négliger, il me semble que aussi le comportement de l'Occident sur la guerre en Afghanistan, sur la crise russo-ukrainienne, il a joué un rôle primordial dans la manière de façonner donc, cette relation entre l'Iran et l'Arabie saoudite et entre l'Iran et d'autres pays de la région et la sous-région dans l'ensemble. Issa s'est mis à plus d'une trêve que d'une paix durable. C'est-à-dire, comme disait Raymond Aron, paix et guerre entre les nations, paix improbable, guerre impossible, plus ou moins. Et on peut voir peut-être que là, les acteurs ou les stakeholders, les parties prenantes ont besoin d'une trêve géostratégique, une sorte de repos biologique. À un moment donné,
ils ont besoin peut-être de voir plus clair les choses, parce que nous sommes quand même dans une zone de turbulence, ils ne sont pas encore sortis, Non, il y a eu ni aussi- du recouvrement après post-Covid, ni d'ailleurs de cette guerre un peu étrange en Ukraine. Et qui perdure. Hein. Voilà, qui perdure. Non, Ce qui fait que, à ce que je crois aujourd'hui qu'on puisse avancer en termes d'éléments d'interprétation, on n'a pas la prétention Effectivement, d'expliquer, c'est que le self-help, comme disait Kenneth Waltz en C'est une 79, espèce de souveraineté sécuritaire. ça va être l'intérêt national, c'est un poteau-indicateur, comme disait Hans Morgenthau, pour lire le comportement des acteurs. Chacun va chercher ses intérêts. Ouais. Le siècle américain, c'était le XXe siècle. Aujourd'hui, est-ce qu'on parle aussi d'un siècle asiatique? Avec le chiffre que vous avez dit, ça a La Chine muté. et l'Inde. Parce Stratégique. que l'Inde, on n'en a pas parlé dans cette émission. Hein. Et l'Inde et les autres acteurs, l'Indonésie. Vous savez, il y a MICTA, par exemple, l'impact entre le Mexique, l'Indonésie, la Corée, parce que c'est en anglais, MICTA, et la Turquie et l'Australie. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, vous avez des facteurs économiques qui sont là, mais évidemment, dans le cadre d'une économie géopolitique, donc la politique sera toujours centrale aussi. Dans ce genre Comme d'affaires. disaient les Américains, Comme disent les Américains. we must learn to walk after we can run. It's so difficult Yes. to prevent. Yes. Il y a l'avant et il y a l'après. Voilà, c'est Il y a clair. l'avant Oui, et il y a l'après. tout à fait. Et nous, suivant, alhamdoulilah, dans cette émission, l'après, mais en consultant l'avant aussi, puisqu'il faut toujours regarder un peu ce qui se passe dans l'histoire pour comprendre Absolument. un peu ces séismes, comme on Absolument. disait au début de cette émission géopolitique. En tout cas, très enrichissant ce débat, messieurs. Merci beaucoup, Cheikh Khaïroudani. Merci beaucoup. Réciproque. Merci, Merci à à vous vous. également, c'est Zakaria Boudahab. Barakallahu Merci à nos chers téléspectateurs pour leur fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous.